Bonjour à tous, merci d'être présents à cet atelier. Donc Edwige Mazel, je suis médecin généraliste en Auvergne et je vais vous présenter mon travail de thèse qui a été soutenu l'an dernier concernant l'intervention de patients experts en éducation thérapeutique. Donc pour rappel, l'éducation thérapeutique est une action qui tend à promouvoir l'autonomie du patient dans la gestion de sa maladie pour une meilleure qualité de vie avec la maladie. Elle est appelée à être multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle est souvent dispensée par des professionnels de santé, mais aussi par des diététiciens, des coachs sportifs, des assistants sociaux. Il faut savoir que les ARS qui doivent valider les programmes de TP considèrent comme un vrai atout la présence de représentants d'associations de patients au sein de ces programmes de TP. Tout patient qui vit au quotidien intimement la maladie va acquérir un savoir expérientiel sur cette maladie et aussi parfois un savoir médical grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. On considère que le patient chronique devient peu à peu un expert de sa maladie. C'est ainsi qu'est née la notion de patient expert. On parle aussi de patient ressource ou de père aidant. En France, le patient expert est un patient chronique qui a été formé à l'éducation thérapeutique et qui intervient en tant qu'éducateur auprès d'autres patients qui ont la même maladie que lui. Il y a déjà de nombreuses expériences qui ont été menées dans le monde anglo-saxon avec des patients experts depuis les années 80 aux États-Unis, depuis les années 90 au Royaume-Uni. L'évaluation de ces programmes restait toutefois mitigée car on observait effectivement une amélioration de l'autogestion et de l'auto-efficacité pour les patients, mais les patients experts faisaient l'objet de représentations négatives de la part pour les professionnels de santé qui du coup n'adhéraient pas beaucoup à ces programmes. À l'heure actuelle, en France, il y a une reconnaissance de ces savoirs produits par les patients, notamment par la création d'universités de patients à Paris et plus récemment à Aix et à Grenoble. La place et le rôle des patients experts sont décrits dans la littérature française, mais nous ne disposions pas encore d'études s'intéressant aux principaux concernés qui sont les malades chroniques. Notons que la Haute Autorité de Santé, depuis 2007, encourage la participation des patients à la démarche éducative. L'objectif de cette étude était donc de recueillir le vécu de patients atteints de maladies chroniques ayant rencontré des patients experts dans des programmes de TP ou des associations de patients afin de comprendre l'action du patient expert. Pour comprendre ce phénomène humain et complexe, nous avons choisi une méthode exploratoire qualitative. Nous avons recruté les patients grâce à des associations de patients et divers programmes de TP. Nous avons réalisé des entretiens semi-directifs selon un guide d'entretien réalisé jusqu'à saturation des données. L'enregistrement et la retranscription intégrale des données a permis d'obtenir le verbatim. Ce verbatim a été analysé selon une méthode inductive générale complétée par une démarche sémiopragmatique et la triangulation des chercheurs a permis d'enrichir et de confirmer les résultats. Nous avons abouti à une catégorisation des données où en fait, chaque résultat est présenté sous forme de catégorie et chaque catégorie correspond à un phénomène observé. Nous avons rencontré 13 patients âgés de 29 à 70 ans. Les maladies chroniques représentées étaient diverses, avec des MICI, des patients atteints de diabète type 1 ou 2, et des patients également greffés hépatiques. Il y avait également une diversité dans les catégories socioprofessionnelles représentées, ainsi que dans les modalités de rencontre avec le patient expert. Certains avaient rencontré un patient expert en individuel à la maison ou à l'hôpital, et certains en groupe de patients, soit au sein d'associations, soit au sein de programmes à l'hôpital. Le premier phénomène observé est la libération de la parole et le partage permis aux patients. C'est en effet pour les patients le moment de se raconter librement et de parler de leur maladie. Ceci est notamment permis par la diminution du tabou lors des rencontres en groupe de patients. Ils peuvent alors exprimer leurs souffrances et partager leurs expériences. Le deuxième phénomène est le soutien psychologique apporté par le patient expert au patient. Ce soutien passe par une écoute et une réassurance active. La 10e patiente disait « C'était rassurant quand même. Même s'il lui avait eu des complications, d'avoir vu quelqu'un qui est passé par le même chemin. » Le patient expert permet de relativiser, de dédramatiser la vie avec la maladie, et il agit comme un coach auprès des patients. Ces deux premiers phénomènes permettent une amélioration de la qualité de vie pour les patients, et cette amélioration passe aussi par une meilleure acceptation et une meilleure connaissance de la maladie au fur et à mesure des rencontres avec le patient expert. C'est aussi, notamment lors des rencontres en groupe de patients, un moyen de rompre l'isolement qui est souvent engendré par les maladies chroniques. Le patient expert apparaît comme un modèle inspirant. Il est en effet crédible et légitime du fait de son expérience personnelle. La 8e patiente m'a dit « Il est patient aussi, et je crois que c'est le plus important en fait, oui. Du coup, tout ce qu'il dit, ça avait une certaine légitimité. Même s'il m'a certainement dit les mêmes choses que la psy, ça n'a pas le même impact. » Les patients experts de notre étude semblent avoir des qualités communes caractéristiques de générosité, de disponibilité, d'ouverture d'esprit. Ils sont également porteurs d'espoir.
et il favorise l'observance des traitements et la confiance envers l'équipe médicale. La rencontre en groupe de patients est un facteur déterminant. Elle permet bien sûr la mutualisation des connaissances et donc d'accroître les possibilités d'apprentissage sur la maladie. Et surtout, les patients se reconnaissent entre eux et ont le sentiment d'appartenir à une communauté. Le 6e patient disait à propos de la maladie: c'est quand même un dénominateur commun qui n'est pas des moindres. Et d'être avec des pairs, il y a des choses, on n'a pas besoin de se les dire, on sait parce qu'on le vit en commun. Cependant, pour certains patients, cela avait été pourvoyeur de projections négatives puisqu'ils avaient été confrontés à des stades en fait plus évolués de leur maladie, ce qu'ils avaient mal vécu parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Tous ces patients qui ont rencontré des patients experts connaissent mieux leur maladie et deviennent des potentiels patients ressources en puissance puisqu'ils ont des connaissances, ils sont capables de s'informer et surtout ils sont capables de transmettre à leur tour, que ce soit à leurs proches, leur famille, mais aussi aux professionnels de santé qui les entourent. Certains entretiens ont toutefois permis d'identifier des freins lors de ces rencontres, notamment lorsque le patient est en phase de déni ou de contemplation de sa maladie, ou dans un état de souffrance psychique extrême, il n'est plus accessible au discours du patient expert. De plus, lorsque le patient expert tend à utiliser un langage technique, voire médical, cela ne fonctionne plus. La 5e patiente rencontrée, qui était en phase de contemplation de sa maladie, justement, disait ceci: dans le travail par rapport au diabète, je pense qu'il y a beaucoup à adapter le langage, à essayer de rabaisser vraiment ce truc, du contenu de ce qu'est le diabète, avec des choses beaucoup plus simples que juste des conséquences et des mots un peu scientifiques. Et comme nous l'avons vu, anticiper l'avenir ou être confronté à des stades plus évolués pouvait aussi être une source d'angoisse pour les patients. Au travers de cette étude, nous pouvons voir que le patient expert est un partenaire des soins. En effet, il participe au bien-être physique, au bien-être psychique et social des patients. Il améliore donc leur qualité de vie et il est un facilitateur de l'alliance thérapeutique nécessaire entre le patient et l'équipe médicale. Il a donc une action complémentaire de celle des professionnels de santé. Le patient expert est avant tout un patient qui doit être formé. Grâce aux travaux d'Olivia Gross et de Rémi Gagnère de Paris 13, nous savons que le patient expert a souvent une personnalité caractéristique, capable d'intelligence émotionnelle. Il est capable de se départir de son histoire subjective et singulière et il est formé à l'ETP. Les freins identifiés dans l'étude nous montrent qu'il y a un besoin de pouvoir personnaliser l'intervention auprès des patients. Tous les patients experts de notre étude avaient reçu une formation d'environ 40 heures à l'éducation thérapeutique. On peut se demander si une formation telle qu'elle suffit pour acquérir des capacités relationnelles, des capacités pédagogiques et de communication spécifiques à l'éducation thérapeutique. Quid d'une formation continue, également pour les patients experts? Point d'interrogation. Le patient expert au sein du système de soins devrait pouvoir avoir ses rôles diversifiés. On l'a vu, c'est un partenaire des soins. Où en est-on concernant les patients formateurs? Le plan santé 2007-2011 encourageait déjà la participation des patients formateurs auprès des étudiants en médecine. Il y a déjà de nombreuses choses qui se font dans le monde anglo-saxon. Il y a de plus en plus d'essais pilotes menés en France avec des patients formateurs, avec des résultats concluants. Donc il y a de plus en plus de patients intervenant auprès des étudiants en médecine, souvent cloisonnés par pathologie en fait. Mais il n'y a pas encore de texte officiel concernant cette pratique, donc il n'y a rien d'uniformisé dans les facs du territoire français. On peut aussi se demander qu'est-ce que la vie avec la maladie apprend au patient qu'une vie sans maladie ne pourra jamais lui apprendre. Et imaginer un concept de patient-chercheur qui explorerait ces savoirs de vie acquis. C'est notamment ce qui se fait avec le Montréal Model ou Partenariat Patient, qui est un projet mené au Québec depuis quelques années, où le patient est impliqué à tous les niveaux du système de soins. Il intervient pour l'élaboration du système de soins, il intervient en tant qu'éducateur auprès des patients, formateur auprès des étudiants en médecine et il participe aussi à des travaux de recherche. Je vous ai mis en lien le colloque de la HAS qui s'est tenu au mois de novembre, qui s'appelle la dynamique patient, où je vous encourage vraiment à aller voir les interventions qui ont été faites, avec notamment Dr Paumé du Montréal Model, qui explique ce qui se fait et ce qui va probablement se faire de plus en plus aussi chez nous, dans les années qui viennent. À savoir, on se pose la question de comment impliquer plus les patients pour justement améliorer notre système de soins et nos soins. La place de la rencontre en groupe joue un rôle important. Elle permet une sociabilité, un partage d'expériences et un soutien mutuel. Ceci démontré depuis la fondation des Alcooliques Anonymes dans les années 30 jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'explosion des associations de patients avec la crise du sida dans les années 80.
Attention toutefois à ne pas nuire et à bien prévenir nos patients qu'ils vont être confrontés à des stades plus graves de leur maladie. Et les professionnels de santé dans tout ça? Nous avons un rôle à jouer. Face à de potentiels patients ressources, face à des patients qui revendiquent le droit à l'autonomie et le partage des décisions, nous avons un devoir de transmission de notre savoir. Pour cela, le soignant doit être capable d'empathie, d'écoute et surtout d'auto-réflexion sur sa pratique. Je voudrais vous citer Philippe Barrier, qui est docteur en sciences de l'éducation, qui est philosophe et qui est patient, qui dit ceci: « Tant que le désir de vivre du patient est pris dans des contradictions qui le ruinent, jamais le moindre chantier ne pourra voir le jour. En promouvant l'autonomie du patient, c'est-à-dire en commençant par s'éduquer soi-même à l'écoute et à la compréhension, le soignant permettra au patient de retrouver en lui-même la force et l'élan propice au choix éclairé. » Nous avons aussi un devoir d'information sur ces pratiques d'ETP et ces rencontres avec des patients experts. Aussi, les associations de patients et les programmes d'ETP devraient peut-être avoir plus de visibilité auprès des professionnels de santé, notamment en soins primaires. Pour conclure, le patient expert est un partenaire des soins, un soutien et un traducteur légitime pour ses pairs, à condition d'être formé à l'ETP. La rencontre en groupe de patients potentialise les effets bénéfiques de la rencontre et les rôles du patient expert devraient pouvoir être diversifiés et donc former les professionnels de santé ainsi que participer à l'élaboration des politiques de santé. Je vous remercie.